Bien, bonjour à tous. Bon, nous ne sommes pas très nombreux, je pensais qu'il y aurait plus de monde, mais je pense qu'il y a du monde qui va arriver au fur et à mesure de la journée. Donc on va faire ça en petit comité, ça sera très sympathique. Donc je vais faire une introduction. Donc on a la journée, pour ceux qui la passeront avec nous, consacrée à des startups qui ont été créées par des chercheurs. Alors c'est un sujet extrêmement intéressant. Je vais prendre quelques minutes pour faire un peu l'historique des choses et voir combien la France a changé et évolué à ce niveau-là. Donc, je vais parler d'abord un tout petit peu de moi pendant quelques minutes, et puis après, on parlera que des autres, et c'est tout à fait intéressant. Donc, moi, j'ai créé ma première start-up en 1994. J'ai été chercheur au CNRS, et cette start-up existe toujours, elle s'appelle Capsulis, c'est plus maintenant une holding de brevets. Et en 1994, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de statut pour les chercheurs, il n'y avait pas d'organisation. Il y avait un début d'incubateur. En fait, un des premiers en France, c'était dans l'endroit où je me trouvais, qui était à Pessac, à l'université de Bordeaux, qui était un des premiers incubateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, j'ai fait ça sans me poser de questions, dans l'illégalité la plus complète. Avec une approbation amicale et qui m'a valu d'échapper à tous les problèmes de ma hiérarchie, qui à l'époque était un directeur de laboratoire, et puis, comme je le dis souvent, le directeur du CNRS, qui était Catherine Bréchignac à l'époque. Et ça s'est fait dans une condition où j'avais aucune notion ni de ce qu'il fallait faire, ni que j'étais moi-même dans l'illégalité. C'est plus tard que j'ai appris qu'effectivement, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. J'ai créé une deuxième start-up en 1998, qui n'existe plus, qui a eu un peu plus de problèmes. Et le point clé, je rappelais avec l'un des intervenants, ça a été l'arrivée de la loi Allègre en 1999, qui a complètement changé le panorama sur la création de start-up dans le monde universitaire et de la recherche, parce qu'il a en quelque sorte donné un cadre légal à la capacité de créer une entreprise à partir de travaux de gens qui étaient essentiellement fonctionnaires ou dans le domaine public. Voilà. Donc c'est là où je me suis aperçu que j'avais fait pendant 4 ou 5 ans des choses que je n'aurais pas dû faire, mais bon, ceci dit, bon, ça ne m'a pas empêché de les faire et ça n'a pas empêché les choses de se passer relativement bien. Alors, cette loi Allègre, elle a changé énormément de choses parce que, d'abord, elle a donné un cadre, comme je l'ai dit, mais elle a surtout aussi, finalement, montré que c'était possible. C'est-à-dire, en quelque sorte, beaucoup de principes étaient bloqués, ou beaucoup d'idées étaient bloquées par le fait même que personne ne savait si on pouvait le faire ou pas le faire. Et quand on posait la question, évidemment, à l'administration à l'époque, que ce soit l'université ou le CNRS ou l'INSERM, eh bien, la réponse était qu'ils ne savaient pas et que c'était un peu compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je n'avais pas posé de questions. Comme ça, c'était beaucoup plus simple. J'avais évité d'avoir des réponses négatives parce qu'effectivement, quand vous posez une question à une administration qui ne sait pas faire, la réponse est évidemment non, de peur de faire quelque chose qui était non légal. Voilà. Donc, en fait, cette situation, elle est intéressante parce que, finalement, 1994, quand j'ai créé Capsulis, c'était il y a 23 ans. 23 ans, c'est long dans la vie d'un homme, mais c'est finalement pas très long à l'échelle de nos sociétés. Et le paysage a radicalement changé durant ces 20 dernières années. C'est absolument étonnant de voir comment, en 20 ans, la France est passée d'un pays où l'idée même de faire une jeune pousse, l'idée même de créer une entreprise à partir du monde de la recherche pratiquement était inexistante, même si on avait tous des collègues américains ou anglo-saxons en général, mais plutôt américains qui connaissaient déjà ce mécanisme, c'était quelque chose de complètement inconnu. Et c'est assez étonnant de voir qu'en 20 ans, finalement, non seulement la France a rattrapé son retard, mais quand je regarde la situation aujourd'hui, je me dis que la France est devenue une sorte de paradis pour créer des start-up. Pour des tas de raisons, au moins des start-up qui n'ont pas besoin de beaucoup de capitaux au démarrage, la France est un merveilleux pays pour avoir cette expérience unique de transformer la science qui se fait dans les laboratoires en produits ou services qui existent sur le marché.
Et j'en veux pour preuve l'explosion des incubateurs dans la région parisienne. Je ne sais plus à combien on en est, mais si vous prenez juste Paris intramuros, maintenant il y a des dizaines d'incubateurs qui accueillent des start-upers. Alors beaucoup dans le monde numérique, mais pas seulement. Et c'est incroyable de voir le dynamisme qu'a acquis le territoire français en ce qui concerne la création de jeunes pousses. Alors c'est intéressant de voir que ça a été fait à la fois parce que effectivement les lois ont évolué, mais aussi parce que la France est un réservoir de talents, c'est un réservoir de gens extrêmement bien formés. Dans le monde universitaire et le monde de la recherche, il y a des gens qui ont une très très grande connaissance de leur domaine, évidemment des experts, mais aussi des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont envie, qui ont à un moment donné de leur existence l'idée de transformer des compétences et des connaissances qu'ils ont et de répondre à des besoins du marché. Alors, je suis évidemment assez positif dans tout ça. Alors, il y a des points négatifs, évidemment, je vais en donner quelques-uns, mais je voudrais d'abord insister sur le fait que vraiment, dans tous les pays que l'on voit, sur lesquels, évidemment, cette notion de start-up est devenue assez importante et nécessaire, la France est quand même un peu à part, dans ce sens que je pense qu'elle est plutôt en avance. Alors, pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a beaucoup de capital risque. C'est une des grandes faiblesses de notre pays que le capital risque n'est pas très effectif. Et surtout le capital risque suivant, c'est-à-dire lorsque la start-up monte en puissance et a besoin de capitaux, on va dire des tickets de quelques millions d'euros, les choses sont un peu plus compliquées. Par contre, pour la création, l'environnement, qui est essentiellement un environnement public, est extrêmement favorable. Entre le crédit impôt recherche, les concours d'innovation, les différentes aides publiques, et quand on met tout ça ensemble, on se retrouve dans une situation où, quand on a une idée, on peut pendant 2-3 ans la tester avec quelques personnes, la faire grandir, la transformer éventuellement en un projet qui est viable, et dans des conditions qui sont finalement assez raisonnables d'un point de vue financier. Donc c'est quand même un point très très fort. Alors les points faibles, il y en a un qui est très important, c'est qu'évidemment tout ça est quand même beaucoup fait avec de l'argent public, même s'il existe un certain nombre de sociétés de capital risque qui font ce qu'on appelle la seed money, qui mettent de l'argent dans des entreprises dès le début qui n'ont pas encore prouvé leur viabilité. Mais toujours est-il que le passage ensuite à des problèmes plus importants qui généralement demandent des investissements, entre autres si on essaye d'attaquer les marchés internationaux, ce qui est nécessaire pour une start-up où les marchés sont très vite au niveau international, eh bien, cet argent manque. Le monde de la finance française n'a pas l'habitude de financer des projets avec ce niveau de risque, et c'est un peu plus compliqué dans l'étape de croissance de la vie d'une start-up. Voilà, et ça, c'est encore un point sur lequel je pense qu'il y a des progrès à faire, et ça ne peut pas se faire avec de l'argent public, il faut que ce soit de l'argent privé qui prenne ce risque, mais quelquefois avec des réussites importantes. On pourra reprendre tous ces points, si vous le voulez, à la fin de la journée, lors de la table ronde. Alors, ce que j'ai proposé, ce que j'ai préparé, c'est un petit panel de différentes start-up qui illustrent en quelque sorte la diversité de ce qu'on a fait ou de ce qu'on fait en France. Il y a à la fois des start-up qui sont issues de la physique mathématique ou de la physique expérimentale, de la chimie et de la biologie. Donc on va couvrir un certain nombre de champs scientifiques très diversifiés, et j'ai demandé aux participants de justement parler à la fois un peu évidemment de la science, de parler évidemment de leur start-up et de ce qu'elle fait et de ce qu'elle veut faire, mais aussi d'y mettre une touche personnelle, puisque c'est avant tout une expérience personnelle très enrichissante que de passer du monde scientifique pur de la connaissance à celui de la réalité du marché, de la réalité de, entre guillemets, faire de l'argent, gagner de l'argent dans une structure qui offre un service ou des produits sur le marché. Donc on va voir 6 exemples très diversifiés en sujet, mais aussi très diversifiés en histoire, puisque certaines, c'est les premières que nous verrons, ont plus de 10 ans d'âge, d'autres sont très récentes, ont été créées soit l'année dernière, soit l'année précédente, donc sont beaucoup plus récentes. Donc on verra aussi des histoires qui sont dans leur temporalité très différentes.
Alors, ce que je vous propose, en plus, nous ne sommes pas très nombreux, donc on va pouvoir faire ça de façon, je pense, un peu collégiale. Donc, on va laisser les présentations se faire de façon un peu doctorale, au sens, on ne prendra pas de questions juste après les questions, juste après les présentations, mais comme il y a des pauses en particulier, il y a une pause après les 2 premières interventions, puis on refera une pause entre midi et 2 heures et une pause dans l'après-midi. Au moment des pauses, je demanderai aux orateurs de rester présents et de discuter éventuellement avec vous. Vous pourriez venir les voir directement et discuter. Ensuite, on se laissera en fin d'après-midi un peu de temps pour faire une table ronde. Et en fait, la table ronde, ce sera essentiellement de répondre à vos questions. Donc pour ceux qui resteront toute la journée, notez vos questions et on pourra les reprendre sur chacun des exposés ou des questions plus génériques, un peu sur les sujets que je viens d'aborder, plus généralement d'organisation de la structure, entre guillemets, de création d'entreprises et de développement des entreprises en France. On pourra reprendre toutes ces questions au moment de la table ronde en fin d'après-midi, ce qui nous laissera un moment suffisant pour discuter. Voilà. Bah, écoutez, merci encore d'être venu. Une fois de plus, on s'est en petit comité, ce qui a l'avantage de faciliter les interactions. Donc, nous les faciliterons. Et puis, je vais laisser la parole au premier intervenant, alors qui est une histoire, qu'on va vous raconter, qui est très, très, très intéressante, celle que propose donc Mark Potter sur cette société CFM, qui est une société, comme vous allez voir, qui travaille dans le monde de la finance, et une histoire très très belle de relation entre la physique, et en particulier la physique statistique, et la finance.